Bienvenue dans l'univers de Vivre en France pour continuer aujourd'hui une découverte étonnante, celle de la diversité des maisons d'une région à l'autre. Autrefois, on ne construisait pas n'importe quoi, n'importe où. À chaque région, son style, ses matériaux, ses couleurs. Et vous allez voir que tout cela s'intègre parfaitement au climat, au paysage et aussi à l'histoire. Argentat, sur les rives de la Dordogne, une ville de la Xaintrie, région située dans le sud de la Corrèze. Des maisons traditionnelles qui ressemblent parfois à des maisons de poupées. Les murs sont en granit, les toits pour la plupart en lauze. Un type d'architecture que l'on retrouve sur l'ensemble de la Xaintrie. Pour se protéger du froid, les maisons tournent le dos au vent du nord. Les fenêtres s'ouvrent vers le sud. Les maisons paysannes du XVIe siècle ne sont pas toujours l'œuvre de grands architectes. C'est souvent le charpentier qui faisait office d'architecte. Et c'était souvent construit par des gens qui n'étaient pas entrepreneurs, par des agriculteurs qui, l'hiver, faisaient de la maçonnerie, faisaient de la charpente, faisaient de la couverture. Voici les fameuses lauses, des pierres de schiste taillées en écailles qui composent les toitures. Aujourd'hui, les carrières de lauze ne sont plus exploitées, les dalles sont récupérées sur des bâtisses laissées à l'abandon. La restauration, un travail d'expert, un savant jeu de construction. Ce qu'il faut voir, c'est au niveau des points. Regardez à peu près la largeur, par exemple, comme ceci. S'il y a à toucher, on retaille un peu. On regarde bien le recouvrement. En Xaintrie, de hameau en hameau, les pierres revivent. Cette demeure appartenait avant la Révolution à un fermier général. Les peintures extérieures sont en vert céladon, la couleur des bateliers de la Dordogne. Monsieur et Madame Senot ont trouvé là, après des années de restauration, un havre de paix, une gentilhommière où il fait bon vivre. Les murs, près d'1 mètre d'épaisseur. Point clé de la maison, la cheminée, appelée le cantou, et puis la souillarde. C'était l'endroit où se préparaient les aliments, et notamment où on préparait les aliments des animaux, des cochons en particulier. Et c'était l'endroit où on préparait la cuisine, où on faisait la vaisselle. Il y avait un placard dans le fond où se mettaient les aliments pour rester au frais. Au-dessus des portes, toujours basse, un signal. Attention, danger, si vous mesurez plus d'1,60 m, baissez la tête. Nous avons eu le coup de foudre. D'emblée, les cheminées, l'escalier qui monte à l'étage, tout nous a plu dans cette maison. Nous n'y trouvons aucun défaut. Un peu plus loin, une maison de maître construite au XVe siècle. Son originalité, un type de sol devenu très rare, un sol composé grâce aux galets que les anciens recueillaient dans le lit de la Dordogne. Un travail d'artiste. Ce sont des petits galets de la Dordogne qui sont incrustés dans la terre, parce que c'est de la terre battue. Et ces galets sont incrustés des 3/4 dans la terre et il ressort qu'1 quart. Ce qui donne, qui facilite le dessin. Alors, le sol était comme ça, j'ai rien touché, on a remis en place les quelques galets qui manquaient, mais on les a mis scrupuleusement où ils étaient. On n'a rien changé. Outre les demeures seigneuriales, les petites maisons paysannes ont gardé, elles aussi, leur charme d'antan. Des perrons usés par le passage de plusieurs générations de villageois. Des pierres qui témoignent du passé dans le décor bucolique de la Xaintrie. Ça fait 72 ans que je viens ici à Saumur. Je ne m'en lasse jamais de regarder ce paysage. C'est une merveille. Ah, évidemment, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien, pas de téléphone, mais enfin on est heureux. C'est un petit paradis, disent ceux qui sont d'ici. Ici,
c'est le 9e arrondissement de Marseille. Et dans le 9e arrondissement, nous avons la chance d'avoir la Calanque de Sormiou, la Momie, les Choses Merveilleuses et les Cabanons. Vers 1900, il n'y a que des abris de pêcheurs quand le grand-père d'Élie Boissin installe le premier son cabanon à Sormiou. Au fil des années, les enfants des pêcheurs les transforment en habitation. On en compte 150 cachés aujourd'hui dans la Pinède. Alors on peut dire que parmi les plus typiques de cabanons que l'on trouve dans les Calanques, c'est un peu celui-ci, car c'est un cabanon où tout a été fait de briques et de broc. Nous avons ce sont des fenêtres qui servent pour faire la véranda, des vieilles fenêtres, des matériaux de récupération. Quand on voit les arbres qui n'ont pas été touchés par rapport à cette terrasse où à la base, il y avait simplement une petite pièce de 3 mètres sur 3, construite avec les pierres de la colline. On a construit une terrasse devant. Puis cette terrasse, on l'a couverte. Quand elle a été couverte, on l'a fermée avec ces matériaux qui existent. C'est tellement simple. Eh bien, je crois que la beauté des cabanos, elle est dans la simplicité. Simples comme les gens qui les habitent, quelques jours ou quelques mois par an, ils ne sont jamais trop fortunés, certains sont là depuis longtemps. Avant-guerre, il n'y avait pas la route pour venir à voiture. Il fallait passer par la colline. Chaque tyrolien, la flotte, il fallait la porter, le pastis, il fallait la porter, les bouteilles de gaz, ça n'existait pas encore trop avant la guerre. Hein. On avait le pétrole. Louis, il y a quelqu'un? Ah ben ça va, j'arrive au bon moment. Le cabanon, c'est là où l'on blague. Là où on galège, comme l'on dit, où l'on prend son temps. Sur cette photo-là, regarde, on découvre le premier cabanon. C'est le cabanon de qui c'était ça? Du pêcheur Fache. Fache, voilà. Oui, c'est le cabanon de Fache. Le père de Nanou. Exactement. Tous ont baptisé leur cabanon en provençal, comme chez les Passarelli, ici depuis 30 ans. Ça s'appelle les régalés. Et les régalés, ça signifie en provençal les gens qui se régalent. Les régalés. Pas d'électricité ni d'eau courante, mais chacun a son petit confort, son frigo à gaz, sa bonbonne à portée de la ville pour s'éclairer. Voilà. Voilà, c'est bon. On est habitué, hein. On est habitué à cette vie-là. Pendant un mois ou deux, ça nous fait plaisir de vivre comme ça. Chaque cabanon est conçu dans le même esprit, coquet, pratique. On a rajouté la cheminée contre l'humidité, amélioré le coin cuisine, et tous ont une particularité. Dans les cabanons, typique, c'est la soupente. Voilà. On rentre dans la pièce principale, il y a une échelle, et après il y a une soupente où on met des lits et où on dort. Pour récupérer l'eau très précieuse ici quand elle tombe du ciel, rien de mieux que le système D ou le bricolage utile. Un tuyau en PVC, un coude, la citerne, je remplis le tuyau, il va à peu près 4 ou 5 seaux, j'en ai pour toute la journée, et j'ai mis un petit robinet. C'est beaucoup plus économique que d'avoir un seau ou un arrosoir. Quand vous avez les mains savonneuses, il vous glisse et vous en perdez un bon paquet. Aujourd'hui, on peut venir par la route jusqu'au cabanon qui se lègue de famille en famille. D'où les raisons de cette convivialité, cette entraide toujours partagée et sans faille. Envoyez sur moi, je le tiens, envoyez. Presque tous ces cabanonniers qui sont là, tu vois, on se connaît tous depuis notre plus jeune enfance, presque tous, disons, tu vois un peu. Donc, c'est une grande famille. Le cabanon, c'est toute notre vie. Comme dans la chanson, voilà, comme dans la chanson. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre qu'il fait bon quand la blague à son doigt accroche. Son pavillon joyeux qui claque. Au cabanon, on possède une chose merveilleuse qu'on ne trouve pas dans un appartement. C'est le confort de la paresse. On nous appelle des privilégiés, c'est vrai qu'on est privilégiés. On ne se rend pas compte du bonheur qu'on a d'être ici. Pourtant, le cabanon a ses contraintes. Chaque fois que l'on y vient, comme Yvette, c'est la corvée. Eh bien, il y a toujours quelque chose à faire dans un cabanon. Il y a à nettoyer, il y a... Je sais pas moi. Puis on ne va pas passer la journée. Le soir, il arrive, c'est 8h, on dit, mon Dieu, c'est pas possible, c'est déjà 8h. Et on en a tellement fait des choses. Tout à fait facile. Mais la vie au cabanon, c'est surtout ça. On prend l'apéritif, on fait une partie de cartes. Alors notre salle, c'est ça, notre vie de cabanon. L'apéritif, on discute un peu, on va jouer aux cartes. Qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est la vie de cabanon. C'est à moi de parler, les gars.
Pas d'eau, pas d'électricité, mais un bien-être simple qui dure depuis si longtemps que tous les cabanonniers veulent le préserver à tout prix. D'ailleurs, tant qu'il y aura des cabanons, dit-on ici, Sormiou restera Sormiou. Les maisons du Queyras sont belles l'hiver. Elles ont été construites pour résister à la neige, au froid. Elles sont belles aussi l'été, rugueuses, bien sèches au soleil. Elles ont été construites par des paysans, maçons, menuisiers de la vallée pour habiter une vie rude à 2000 mètres d'altitude. Les parties basses des maisons sont en pierre pour l'habitat, les parties hautes en mélèze pour les récoltes. On les appelle des fustes. Celle-ci, à pierre grosse inhabitée depuis des années, reste belle et émouvante. Une autre commence une seconde vie avec son nouveau propriétaire qui refait tout. Du bas jusqu'à la toiture, il n'y a plus rien. Ah ouais. Je faisais le boulanger, j'ai tout vendu, puis maintenant je fais ça, je m'amuse, ça me plaît. Mais ce qui plaît à Gabriel, ce sont les souvenirs de son enfance, la maison de sa famille, tout ce qui a tissé sa vie à Saint-Véran, c'est ce qu'il aime faire partager à ceux qui viennent le voir pendant l'été. Alors vous voyez ici c'est la cour. La cour c'était l'entrée unique pour les bêtes et les gens. Alors le sol de la cour elle était différent de l'écurie. L'écurie c'était du plancher qui reposait sur la terre battue, tandis que la cour c'est des plots de mélèze de 20 cm d'épaisseur. Il faut que ce soit très résistant et en même temps ça absorbait l'humidité. Cette maison est restée intacte depuis la disparition de ses oncles qui l'habitaient il y a 20 ans. Il a vécu sa jeunesse dans une maison semblable à celle-ci. Vous savez, l'avancée de la pièce où il y avait la partie des gens, toute la famille, et l'autre côté de la pièce, c'était les animaux. C'est une pièce unique, il n'y a pas de séparation. Cette chaleur des animaux qui chauffait la pièce. Vous savez, on avait plus chaud l'hiver que l'été. On arrivait à avoir du 20 et 25 degrés à l'intérieur, pendant qu'à l'extérieur, il faisait moins 20. Et le froid s'entend bien avec le mélèze. Le mélèze, c'est le seul résineux à perdre ses aiguilles chaque hiver. Il compose les 2/3 des forêts de la vallée du Queyras et il peut pousser jusqu'à 2500 mètres d'altitude. C'est un véritable patrimoine naturel que les habitants de la vallée ont toujours respecté. Son tronc, droit, élancé, on le retrouve dans chaque maison. Il lui faut 150 à 200 ans pour être un bon bois d'œuvre, ce bois qui sait résister au siècle. Il a des centaines d'années ce bois-là. Ouais. Vous voyez, ça c'est le dessus, puis le dessous, il est tout... Regardez, il est très beau, hein. Il est d'une qualité extraordinaire. Ah oui, très rouge. Il est... Très rouge et très dur, hein. Le mélèze, c'est un bois qui résiste très bien à l'eau. Vous le trempez dans l'eau, vous le retrouvez... D'ailleurs, les poutres de l'écurie qui faisaient en bas, il paraît qu'il les laissait tremper 6 mois à 1 an dans de l'eau. Mais si le danger ne peut pas venir de l'eau, il est souvent venu du feu. Il y avait du fourrage alors, on dirait le feu dans une cage. Il y en a eu pas mal d'incendies. Il y en a qui savent encore construire des fustes. Richard est maçon d'origine italienne dans la vallée depuis l'enfance. Il a depuis toujours le goût du travail bien fait et l'amour du patrimoine de la vallée. C'était du bois assemblé où ils entaillaient, enfin un tiers, et uniquement croisé, sans clous, sans rien. Ça tient uniquement comme ça. Et au vent, ça résiste très bien. Même les gouttières sont en bois. Quant aux toits, ils sont aussi en bois pour la partie haute qui abrite le fourrage, en lauze pour la partie destinée à l'habitation. Des lauzes de plus en plus chères et les spécialistes se font de plus en plus rares. C'est très dur pour trouver la lauze. Et puis des gens qui sachent la poser. Oui. On le trouve dans la région, il y en a qui encore... On les trouve, mais ils font plus de vrais toits, on y met de la tôle au-dessous. Oui. Pour plus de sécurité. Pour plus de sécurité, on met des lauzes pour l'esthétique, quoi. Une belle restauration, c'est celle qu'on devine à peine, comme ici. Mais les exigences sont bien différentes quand on veut transformer les granges en chambres à coucher. C'est très difficile. Parce qu'on les abîme les 3/4 du temps, parce qu'on ouvre des fenêtres. Les balcons, ils ont juste 1,30
1m50, 1m80 de haut. Alors, si on modifie tout ça, on change l'aspect de la maison. Je pense que dans 2 ou 3 générations, on ne saura plus à quoi servaient ces granges. Espérons que si. De très vieilles fustes sont même restées, comme le Soum que voici. Elle a 3 siècles, cette maison. Et si elle a échappé aux incendies, c'est parce qu'elle était construite au bout du village. Une association en a fait un musée où sont rassemblés tous les témoignages de la vie quotidienne des habitants de la vallée. Une vie difficile où il fallait savoir inventer, préserver son confort dans ce village le plus haut d'Europe. Il flotte en Normandie un parfum de printemps, des effluves de bocage, de pommes acides. Les vieilles maisons à pans de bois émergent de la saison froide et sur les murs se lit leur longue histoire. C'était une ferme qui doit dater de tout à fait fin 17e, début 18e. C'est le plan typique de la maison augeronne qui était en général des maisons qui étaient habitées par des journaliers. C'était un peu bas parce que quand on voulait rentrer dans la maison, il fallait vraiment se baisser. Alors là, je me suis permis de supprimer ces linteaux et de remonter la porte. Les étrangers qui rentraient dans la maison étaient obligés de se baisser et s'il avait une figure qui ne revenait pas au propriétaire, il recevait un coup de bâton. C'est la légende. Occuper une maison normande, c'est d'abord l'adopter, s'y adapter et éventuellement l'aménager. Vous aviez une salle qui en général donnait sur 2 petites pièces. En général, c'était une buanderie, une crèmerie. De cette pièce qu'on appelle la salle, montait l'escalier qui desservait les pièces au premier étage. L'âme de cette demeure de 10 mètres de long sur 5 de large se capte dans les petites chambres cosy qui regardent l'herbe tendre et dans les 2 pièces communes auxquelles on n'a pas voulu trop toucher. Ça sert à tenir ça. Et elles sont très rapprochées parce que le plancher était très très lourd. Ça a été fait sans un clou, cette maison, sans un clou. Tous les bois sont chevillés, alors que au 19e et 20e, c'est cloué. Et là, il n'y a pas un clou dans la maison. Le principe de construction est toujours le même. 2 poteaux verticaux reliés horizontalement par 2 poutres, l'une basse appelée sol, l'autre haute. Entre les poteaux verticaux viennent s'ajuster les colombages espacés d'environ 30 cm les uns des autres, qui créent le rythme de la façade, au même titre que les fenêtres. Le soubassement de la maison en pierre a pour rôle de protéger le bois de l'humidité du sol. Quant au torchis, mélange d'argile, de paille et de foin, il est fait pour résister aux intempéries. C'est en fait extrêmement solide, contrairement à ce qu'on peut croire. Quand on enlève du torchis entre des colombages, même du torchis ancien, il est bien souvent nécessaire d'utiliser un marteau, voire une masse, pour enlever cette terre. Volontairement restauré, préservé, le petit village de Beuvron en Auge s'enorgueillit d'être l'un des plus beaux de France. Le pays d'Auge aime son passé, ses vieilles pierres et son bois fatigué. À Pont-l'Évêque, l'ancien couvent se refait une beauté entre les mains de charpentiers experts. Nos anciens ont quand même utilisé des techniques d'assemblage tout à fait, je dirais, performantes par rapport à notre époque. Et dans ces constructions, je dis toujours à mes compagnons notamment qu'il y a beaucoup plus à apprendre qu'à apporter. Une partie du couvent a été démontée, la carcasse désassemblée, posée à plat en atelier, pour être reconstituée à l'identique. La première chose, c'est de trouver les vieux bois. Pour trouver des bois sains, on est obligé de démonter d'autres bâtiments que l'on achète. Bon, toutes les parties malades sont brûlées, ce qui est bon est conservé. Nous taillons dans des pièces de bois qui étaient... Ça, c'est une ancienne poutre, on l'a prise, on la transforme en poteau. En quelques semaines, et sur indication du plan initial, le couvent retrouvera ses caractéristiques d'origine. Ce genre de construction-là, 300, 350 ans, s'il n'avait pas mouillé, il pourrait encore durer
plusieurs siècles. Au détour d'une route, derrière un taillis, surgissent des maisons métisses. À la fois rustiques et raffinées, elles sont l'atmosphère même de ce pays où il fait bon demeurer. Murs à colombages, toits de chaume décorés de fleurs, les chaumières traditionnelles font tout le charme de la Normandie. Autrefois, le blé permettait de réaliser ces toitures pentues, mais plus moyen aujourd'hui d'utiliser cette matière première. Engrais, moissonneuses, autant d'éléments qui ont rendu le blé moins résistant pour une toiture solide. Aujourd'hui, c'est donc le roseau qui est utilisé, un roseau local récolté dans la baie de Seine au pied du pont de Normandie. Chaque hiver, c'est un balai de machines qui recommence dans ces quelques hectares de marais. Les coupeurs de roseaux entrent en action. Il faut attendre qu'ils viennent dégeler pour enlever la sève et un coup de vent pour enlever les feuilles. Et partant de là, bon, c'est bon récolter. Hein. C'est un métier qui est pénible, vu les intempéries. Le terrain déjà qui ne se prête pas tellement favorablement, c'est plein de vases et de criques et beaucoup d'eau évidemment. Mais une menace pèse sur le marais, l'industrialisation, toutes ces usines du Havre qui ne cessent de s'étendre. Une menace sur un site classé exceptionnel par l'Union européenne car il y a là près de 200 espèces d'oiseaux. Leur survie dépend du marais et de ceux qui l'entretiennent. Nous avons, avec la direction régionale de l'environnement, passé un accord qui reste amical, de laisser de place en place des bandes de manière à faire des abris. Autour des points d'eau, de laisser aussi des bandes pour favoriser la nidification de certaines espèces d'oiseaux. Les coupeurs de roseaux veulent se battre. Cette activité n'est pour eux qu'un complément à leur métier d'agriculteur, mais le roseau c'est leur vie, c'est leur région. Sans lui, pas de chaumière, pas de chaumier. Il faut pourtant entretenir ces pittoresques maisons, elles font partie du patrimoine local. Pour les préserver, les artisans chaumiers travaillent avec passion tout au long de l'année. La base primordiale pour la qualité d'une bonne toiture en chaume, c'est le serrage du roseau. C'est un métier assez physique puisque faut monter nos paquets de roseaux, faut faire des allées et venues à l'échelle pour monter nos matériaux. Et puis le fait de serrer toujours au maximum notre paquet de roseaux consiste à des efforts constants. Le chaumier place les bottes de roseaux les unes sur les autres de bas en haut, puis il les attache avec du fil de fer. Une batte permet de tasser et d'égaliser l'ensemble. Avec 30 cm d'épaisseur, un bon toit de chaume peut durer près de 50 ans. Mais ce n'est pas la seule de ses qualités. C'est un isolant thermique, puisque ça peut correspondre aux environs de 8 cm de laine de verre au niveau coefficient d'isolation. Et puis c'est d'un autre côté un isolant phonique, puisque avec un tel matelas de roseaux, vous n'entendez ni les tempêtes, ni les averses de grêle qui peuvent tomber sur cette toiture. Au sommet du toit, un mélange de terre et de plantes, c'est le fêtage qui reste en place grâce aux racines des plantes. Cette toiture de charme coûte environ 500 francs le mètre carré, à peine plus cher qu'un classique toit d'ardoise. Mais il faut aussi entretenir les toits, enlever la mousse au bout de 15 ans ou refaire le fêtage. Aujourd'hui, chaumiers et chaumières ont encore de beaux jours devant eux, car les Normands ne veulent surtout pas renoncer à ce qui est un peu l'âme de leur région. Les premiers navigateurs de la route des Indes l'avaient tous comparé à un paradis. Entre mer et montagne, la végétation luxuriante et la richesse de la faune avaient conquis les premiers colons envoyés par Colbert. Au-delà du spectacle du relief, ce qui charme aujourd'hui le voyageur dans ce bout de France de l'océan Indien, ce sont les cases. Depuis 3 siècles, elles sont le fruit d'artisans anonymes venus de Bretagne, de Madagascar, d'Inde ou du Portugal. Blanche au cœur des villes, aux couleurs de l'arc-en-ciel dans la montagne, l'expression de l'habitat réunionnais méritait le respect. Depuis 8 ans, on les protège et depuis 5 ans, on les restaure. L'arrivée en 79 d'un architecte des bâtiments de France a ainsi permis d'inscrire une vingtaine de cases sur l'inventaire des monuments historiques.
Les maîtres charpentiers au XVIIIe sont venus travailler pour la Compagnie des Indes, ensuite pour le roi, et puis les grandes familles venues s'installer à La Réunion sont venues également avec des maîtres ouvriers qui ont importé leurs techniques, et ces techniques ont été implantées ici, et elles ont été transmises de génération en génération. Depuis 1940 et la départementalisation, on ne construisait plus de maisons créoles à La Réunion. Après avoir réappris les techniques de construction en modernisant l'étanchéité, il a fallu retrouver les matériaux d'origine, notamment certains bois locaux qui avaient disparu sur les hauteurs de l'île. Depuis quelques années, l'ONF fait un travail de reboisement. C'est le cas du tamarin, utilisé dans la pose de bardeau, la toiture traditionnelle réunionnaise. Ça c'est du tamarin des Hauts qui vient de la côte ouest, dans les hauts du Tevlave, qui est taillé, qui est fendu à la main. Les ouvriers restent toute la semaine dans la forêt, taillent le bardeau et ils rentrent le vendredi avec leur cargaison. Mon joli bouquet, mon bon monsieur. Dans un premier temps, les restaurations concernent les grandes villas. Le coût d'un chantier, subventionné en grande partie par le Conseil général, peut s'élever à 4 millions de francs. Pour les particuliers, des conseils et des aides techniques peuvent être dispensés. Le bon goût réunionnais et la recherche d'une certaine harmonie font le reste, afin de perpétuer un certain art de vivre tropical. Vous-même va choisir ma putain d'année. Après moi, elle va partir. Nous sommes arrivés ici en 1918, en novembre 18. Vous voyez? C'est une grande maison? Ah oui! Vous avez une grande famille alors? Nous étions là-dedans à 14 personnes. Vous voyez, grand-père, tante, sœur, cousine, etc., etc. Qu'est-ce que ça vous fait que M. Ojard s'occupe de restaurer les maisons créoles? Il cherche à me rajeunir. Il cherche? À me rajeunir. C'est vrai? En rajeunissant la maison. Progressivement, les Réunionnais commencent à prendre conscience de l'existence d'un patrimoine jusqu'à maintenant insuffisamment apprécié comme élément culturel. Ils le redécouvrent, ils l'apprécient. Vouloir le préserver, c'est vouloir transmettre aux générations futures un des plus beaux aspects de l'histoire créole. Toutes ces maisons alsaciennes traditionnelles ont été construites avec la volonté de faire de belles maisons. Mais parce qu'elles gênaient, se trouvant sur une route à élargir, une place à agrandir, on les a démontées, heureusement sauvées, et reconstruites sur le site de l'écomusée d'Alsace. Elles sont toutes différentes, ont chacune leur style, leur marque, leur présence. Nos ancêtres étaient tellement inventifs, tellement créatifs, ont dû s'adapter à tellement de situations différentes qu'il y a des centaines de types de maisons différents. Donc là, on a un choix, je dirais, de 70 maisons différentes qui donne un petit peu une idée de la diversité des types de maisons à travers les différents terroirs d'Alsace, les différentes époques et les groupes sociaux. Il y a des maisons de riches, des maisons de pauvres. Telle l'humble maison du pêcheur dans l'île ou le Rhin. Mais en Alsace, ici dans la région du Sundgau, on agit pour sauvegarder les maisons, les laisser en lieu et place. L'écomusée, c'est bien. Les maisons dans de vrais villages, c'est mieux. Elle date d'il y a 200 ans. Elle a été, c'est une vieille grange qui a été démontée et remontée ici pour faire une école. Si, c'est joli, hein, c'est vrai. Surtout quand les arbres sont verts, c'est le même vert que les bouleaux. Hein. Elle est très belle, celle-ci. Oui, c'est une très belle maison dans le village, qui est une maison du 17e, début 18e maximum. Et c'est une de ces maisons qui n'est pas encore sauvée. Donc c'est encore une maison dans son état, comme vous le voyez, pratiquement de ruine, mais toujours sauvable. Celle-ci a été sauvée. Et c'est une vraie réussite, parce qu'elle est la représentation typique d'une maison du Sundgau dans le sud de l'Alsace. C'est magnifique, madame, cette maison. Ah oui, mais figurez-vous qu'elle n'était vraiment pas dans cet état-là quand nous l'avons achetée. Il y a 15 ans, quoi. Il y a 15 ans, cette maison aujourd'hui superbe était dans cet état-là. Elle attendait de l'aide. De fil en aiguille, je leur ai proposé de faire sans obligation ce type de crépi, la petite mitre de cheminée, les tuiles plates, enfin tous ces détails qui font qu'on a voulu restituer vraiment la maison dans son style d'origine. Et vous l'avez aimée néanmoins, cette maison? Ah, complètement, on s'y est vraiment, vraiment attaché parce que
elle nous fait sentir quelque chose, on sent la présence des ancêtres. Et bon, c'est vrai qu'on aimerait tant connaître ce qui s'est passé dans cette maison. Et ce ne sont pas vos ancêtres, à vous. Ah non, absolument pas, nous ne sommes pas originaires de Liumschwiller. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprécie ces maisons alsaciennes, c'est vraiment formidable. Partout, chaque fois que c'est possible, on veut protéger de telles maisons. Mais c'est vrai, il faut parfois se battre pour y arriver. Dans le Sundgau, on aime particulièrement les poêles en faïence, sorte de grands témoins de la vie familiale. Ils meublent la pièce tout entière. Il fallait chauffer toute la maison. Il fallait... toute la maison est construite autour. C'est la base d'une maison en Alsace, dans le Sundgau. Et les poêles ont toujours des couleurs très gaies, très vives. Oui, oui, c'était un meuble. Il fallait que ça fasse, que ça garnisse, que ça fasse joli. C'était pas seulement un moyen de chauffage, c'était aussi une décoration. La chaleur qui monte, et je chauffe encore 3 ou 4 pièces en haut. Et on se chauffe comment avec ça? Qu'est-ce qui est à l'intérieur du bois? On chauffe avec du bois, hein, mais il faut peut-être pour une maison de 200 mètres carrés, hein, ça va faire 8 stères de bois au maximum, par saison de chauffage. Les maisons du Sundgau sont particulièrement attachantes, pleines de signes. Dans la chambre à coucher des parents, il y a le cœur en dessous. Alors ça se faisait souvent, hein, alors là c'était l'amour, quoi. Hein. On voit très bien, donc derrière le mur de la cuisine, il y a le four à pain. Donc le four à pain dans le Sundgau était toujours construit vers l'extérieur et avec une petite toiture par-dessus. Quand il faisait le partage, alors un pouvait emmener sa maison avec. Il a démonté, il a chargé sur 2 ou 3 voitures et il allait peut-être à 50 km plus loin. Hein. Voici, mais elle n'est pas du Sundgau, la maison traditionnelle du potier de Soufflenheim dans le Bas-Rhin. Finalement, dans beaucoup de régions, Marc Rodevolon, on devrait faire des écomusées. Ah oui, je crois que c'est un besoin, il faut le faire maintenant. Parce que c'est vrai que cette société, aussi bien rurale qu'industrielle, il ne faut pas séparer les deux, est en train de mourir. Et c'est tant que les gens qui l'ont vécu sont là qu'il faut absolument prendre leur témoignage. Parce qu'une maison, sans les souvenirs, sans l'âme de celui qui l'a fait vivre, ça ne veut rien dire, c'est qu'un tas de poutres. Sauver ces maisons est un devoir, car elles sont le reflet d'un passé où même les gens humbles voulaient vivre dans d'harmonieuses demeures. C'est une cité corsaire, d'aventuriers, d'écumeurs d'océan. Avec ses remparts de granit indestructibles, sa ville close fortifiée par Vauban et ses riches armateurs flattés par Louis XIV qui les appelait ses messieurs de Saint-Malo. Bien ça, c'est la maison type d'armateur de Saint-Malo. Nous sommes en 1700, les Malouins sont très riches. Nous sommes 16 000 habitants sur 16 hectares. On prétend à Paris que le quart de l'or de la France est à Saint-Malo. Les Malouins donc ont les moyens de construire ces splendides maisons. Comme l'hôtel de la famille Magon, directeur de la Compagnie des Indes en 1740. Bâti en granit de Jersey, ses appartements recèlent des escaliers secrets. Il y en a 6 comme ça dans la maison. Ça permet au personnel de circuler dans l'épaisseur des murs et donc de ne pas prendre le grand escalier qui était réservé à l'armateur, donc à Monsieur Magon. Les armateurs avaient aussi prévu des caves sous le niveau de la mer. Ces caves servent donc à entreposer le café, le chocolat, les épices, le thé, la vanille, la cannelle et bien d'autres produits qui arrivaient des Indes, de Chine et d'ailleurs. Ces messieurs de Saint-Malo s'enrichissaient surtout grâce à ces affaires, puisque ce sont surtout de gros négociants, de très grands hommes d'affaires qui vont leur permettre d'avoir hôtel particulier en ville et malouinière à la campagne. Ces armateurs fortunés et grands navigateurs, quand ils revenaient de leur périple, fuyaient l'horizon maritime, préférant la verdure. Protégés par de hauts murs comme à la Villebague, fastueuse malouinière construite pour la famille Magon. À l'époque, on se partageait entre la maison des villes et celle des champs. Les armateurs de Saint-Malo venaient à la belle saison, quittant l'univers surpeuplé intramuros, à la campagne, en transportant leur mobilier, leurs affaires. Et ils étaient dans cette maison qu'ils avaient fait construire par les gens auxquels ils s'adressaient également pour construire leurs bateaux. C'est pour ça que vous y trouvez facilement des évocations de cette construction navale. Par exemple, ce plancher, ces grandes lames de bois fixées
avec des clous en fer forgé à la main. Dans cette malouinière, les charpentiers ont œuvré à tous les étages, comme sur un navire. C'est ce qu'il y avait de plus simple, de plus pratique, et dont on connaissait les qualités techniques, parce que les gens qui faisaient ça, c'était leur métier, ils le faisaient, et ils le faisaient bien. La preuve, d'ailleurs, ça a duré 300 ans. La cuisine. 25 personnes servaient le maître de maison. Chaque malouinière a son verger, sa chapelle, son colombier, sa pièce d'eau et son jardin à la française clos de mur. Avec vue sur la Rance, celle du Boss, bâtie en 1717, appartenait à une famille de corsaires et de négociants. Depuis 25 ans, les Picards la restaurent à leurs frais. On y trouve encore ses statues du XVIIIe siècle. Les Malouins pêchaient la morue à Terre-Neuve, la revendaient à Gênes, et comme Gênes étant non loin de Carrare, et qu'on ne revenait jamais à vide, ils ramenaient des statues, des manteaux de cheminée et des dallages en marbre pour les propriétés de Saint-Malo et des environs. Et quand on habite une malouinière, on sait évoquer l'histoire de ses illustres prédécesseurs. Voilà un coffre de corsaire. Il est intéressant parce qu'il a encore ses cadenas de l'époque, ce qui est assez rare. Il est du 18e, de même que la canne de capitaine de nos côtes. C'était toujours des vertèbres de requin qui assuraient la tige de la canne, et c'était la marque de l'autorité du capitaine. Il y avait aussi le sabre d'abordage appelé cuillère à peau. D'où l'expression, la question a été réglée en 3 coups de cuillère à peau. C'est, paraît-il, dans les malouinières qu'apparaissent les premières salles à manger avec leurs boiseries de chêne sculptées et leurs portes asymétriques permettant le passage de grands plateaux et toujours utilisés. Au Grand Valernoux, avec ses jardins en terrasse, chers aux armateurs, il y a une particularité rare, un potager de 250 ans. C'était une pièce de granit, un seul bloc de granit avec des trous dans lesquels on posait les casseroles pour faire les potages et les sauces. On mettait en dessous du bois et tout ça flambait et chauffait. La fumée, bien sûr, elle se répandait dans la pièce, il n'y avait pas d'autre évacuation. Les malouinières restent souvent impénétrables aujourd'hui encore. Celle-ci a toujours appartenu à la même famille. C'est une clé qui date de l'époque de la construction, 1732. Toutes les générations l'ont tenue entre leurs mains et qui n'a jamais été perdue. Voilà. Évidemment, elle est un peu grosse. À l'intérieur, comme beaucoup de malouinières, l'escalier de chêne a été façonné par les charpentiers de marine avec toujours 2 marches en granit. Vivre là-dedans, c'est merveilleux. Vous voyez, même à notre époque, on sent qu'il y a une âme dans la maison. C'est une maison qui est très aimée, toujours habitée. Aujourd'hui, il reste 60 malouinières entre Cancale et Saint-Malo, souvent cachées dans la campagne, à l'abri des regards. Beaucoup sont restaurés par des amoureux d'une époque qui fit la gloire de Saint-Malo et des Malouins. Des entrailles de la terre jusqu'au plus beau du ciel. La Bretagne abrite des ardoises et les ardoises abritent la Bretagne. C'est une matière très belle. Et ici en Bretagne, elle nous rend service. Elle rend service? Oh, quand on voit l'hiver qu'on a eu, oui. On a eu 6 mois de flotte ici. Alors elle est pratiquement indispensable ici. Et comme pour habituer cette ardoise au mauvais temps breton, dans toutes les salles de la mine, jusqu'à 200 mètres de profondeur, il pleut. Une eau de source si pure qu'on pourrait la boire, aussi pure que l'ardoise de Mel Carré. On pompe pratiquement en permanence, surtout cette année. Les sources sont très abondantes et n'ont jamais été aussi abondantes que cette année. Donc en 2 jours, là où nous sommes, ça serait inondé si on ne pompait pas. L'ardoise est sortie du puits, elle est humide et elle doit garder son humidité. Ce qui est mauvais pour le bloc d'ardoise, c'est le laisser trop longtemps au soleil, au vent ou même au gel.
elles se font plus pareilles. Si on la garde tout le temps humidifiée, eh ben, elle est très très souple, elle se laisse prêter. Disons, pour nous, elle est vivante. Dans les années 30, le centre-Bretagne était le pays des ardoisières. De Châteaulin à Plohermel, on en comptait près de 80. Maelcarré est la dernière. On y exploite encore 2 immenses chambres. Nous sommes actuellement au niveau 60 ici. Donc nous allons descendre par palier de 3 à 4 mètres jusqu'à 150, 200 mètres, c'est l'inconnu. Hein. Fermée pendant 4 ans, la mine a rouvert en 1988 grâce à la volonté de son directeur, Yvon Barazer. Mais aussi grâce à la ténacité du contremaître André Martin, qui a maintenu le chantier en l'état jusqu'au redémarrage. Le métier de mineur, c'est un peu comme le métier de marin, on a ça dans le sang et puis je peux pas expliquer quoi. C'est un métier très dur et pénible et bon, vous voyez, je suis avec mes gars là tous, ben, on est tous dans sur le même bateau quoi. Mais on s'y fait à cette vie de mineur? Bah, c'est-à-dire on s'y fait à partir du moment que on a envie de travailler et puis qu'on n'a pas peur, quoi. Faut pas penser à autre chose que le travail, hein, parce que quand on descend dans un puits comme celui-ci, faut pas penser à autre chose, quoi. Aujourd'hui, l'exploitation emploie une trentaine de personnes et produit 2000 tonnes d'ardoise par an, à peine 1% du marché français. Mais le schiste de Maelcarré est d'une pureté exceptionnelle. Sans pyrite et sans chaux, l'ardoise ne rouille pas et elle ne blanchit pas. Gorgée de silice, elle est très dure et pourtant elle se laisserait fendre ainsi d'un simple coup jusqu'à 1 mm d'épaisseur. La qualité de cette ardoise, on la retrouve aussi dans le geste du couvreur, le goût et le plaisir des artisans de la région qui ont appris le métier avec une si belle matière. C'est vrai que les anciens avec qui j'ai travaillé étaient assez maniaques. C'était maniaques du travail soigné. Et on a appris comme ça, on aimait le travail bien fait. Donc on aimait on aime ça. Les ardoises les plus épaisses sont destinées surtout aux monuments historiques. Il reste à les tailler en biseau pour leur donner sur le côté cette épaufrure sur laquelle les gouttes de pluie pourront glisser. Tout comme glisseront les années sur les toits de Bretagne. Une fois posée, cette ardoise-là vous abrite pendant des siècles. C'est peut-être parce qu'on dit les Lorrains chaleureux, friands de contact et de relations humaines, que leurs maisons sont si proches les unes des autres. On les appelle les villages-rues. Des champs à l'église, la voie principale sépare 2 rangées parallèles de maisons, toutes jointives. Un vaste espace s'étend devant portes et granges. C'est l'usoir. Cette cour avant avait une fonction particulière. C'était la place exclusive et réservée des tas de fumier. Ah bah oui, bah je dis, on avait les fumiers. Fumier, puis des fois même une petite fosse à purin ou quelque chose qui coulait là. Et... Le fumier était devant la maison. Ah oui, tout là, notre grand riz là-bas. Le fumier montait jusqu'à presque les fenêtres des maisons, oui. Et pourquoi est-ce qu'on mettait le fumier devant les maisons? Parce qu'il n'y avait pas de place derrière. Parce que tout le monde avait des vaches. Alors ils entreposaient le fumier devant la maison. Derrière les vastes façades se cachent des labyrinthes. De part en part de la ferme, un long couloir sépare les hommes des bêtes. René et Raymond Chamand ont vécu ainsi pendant 41 ans. Il y avait la chambre à four encore dans le temps, c'est vrai, qui faisait encore le pain. C'était là, la chambre à four. Et puis derrière, c'était la porcherie et c'était la marquerie. C'est-à-dire les tables des vaches. Du grenier à la basse-cour, de la cuisine à l'étable, René en a fait des kilomètres dans cette maison tout en longueur.
Montez, descendez, vas-y, je te remonte, je te reviens, je te repars. J'ai oublié, je descendais l'eau pour laver les pots de la treilleuse, et après c'était le tank tous les 2 jours. Mais c'est l'habitude qui fait tout, hein. L'habitude est une deuxième nature, vous saurez ça. Construites à force de patience, les maisons traditionnelles sont rénovées avec la même ardeur. Les Lorrains y consacrent tout leur temps libre. Pour Marie-Rose Stalknecht, c'est une passion dévorante. Le crépi, surtout le crépi, j'adore le crépi. Alors, on a dit que j'avais la maladie de la vieille pierre. Et ça doit être vrai. Bon, c'est une maladie qui ne tue pas, si on veut, mais qui fatigue. Lissée de roses et couverte de tuiles romaines, on la croirait provençale, elle est typiquement lorraine. C'est la première maison rénovée de Marie-Rose, c'est aujourd'hui un musée. Au départ, quand je me suis décidée d'ouvrir au public, c'était déjà avec l'idée pour montrer un peu aux gens ce qu'on peut faire avec une maison lorraine. Parce qu'il y a parfois des gens qui disent « Oh, ce vieux tas de pierres, ça vaut plus le coup de restaurer, ils préfèrent construire du neuf. » De toute façon, elles ont une âme, ces maisons-là. Autour de la cuisine, âtre et cœur de la maison, les pièces racontent l'histoire populaire de la Lorraine. Les objets ont été offerts par les habitants ou achetés aux puces, rassemblés depuis 30 ans avec patience. La Lorraine était très riche en faïencerie et surtout le rouge carmin qui est très beau. Vous chinez beaucoup en fait. Oui, on me dit toujours c'est une maladie. Alors je dis toujours c'est une maladie dont on ne meurt pas mais qui vide le porte-monnaie. Donc vous n'êtes pas riche? Je pense pas. Vous êtes riche de ce patrimoine. Voilà. Et moi j'achète pas pour la valeur de la chose mais parce qu'elle me plaît. Et de toute façon je sais que je ne l'emporterai pas. Ainsi, de Bordorf à Marsal, d'Aboncourt à Donneley, les maisons lorraines restent blotties les unes contre les autres, histoire de se préserver des hivers rigoureux et de survivre aux outrages du temps, à jamais. Il dit en basque qu'il a toujours vécu ici et que sa demeure s'appelle la dernière maison au sud. C'est une ferme du Labour, l'une des 3 provinces du Pays basque. En bas, le Loriot, un vaste porche pour effectuer à l'abri quelques travaux quotidiens. À gauche et à droite, les animaux, au-dessus l'habitation. C'est ainsi que s'organise cette maison qui date du XVIIIe siècle. Restée dans la même famille depuis 150 ans, elle est absolument intacte. Vous habitez seul dans cette grande maison? Oui, seul. Je crie des fois là à la pièce quand je suis en colère, personne ne me répond, toujours j'ai raison. Ça représente beaucoup de frais d'entretenir une maison comme cela? Au lieu de faire le tour aussi là, et, ça coûte cher. Et habiter ailleurs? Non, maintenant je suis habitué ici, je préfère ici, oui. C'est mon coin. Au dernier étage, le grenier, les récoltes et surtout la vue. Autour du village de Sarre, 364 fermes sont éparpillées dans la campagne, toutes orientées vers les premiers rayons du soleil, vers l'est. Blanche la façade, rouge ou vert, les éléments de bois, ce sont maintenant des contraintes administratives. Voici les détails d'une façade traditionnelle. Le porche du rez-de-chaussée surmonté de la poutre maîtresse, le balcon, les colombages et de chaque côté les murs porteurs. Ces maisons n'ont pas de fondation. La maison n'avait pas d'éléments qui servaient à rien. Tous les éléments étaient des éléments constructifs, qui avaient un rôle dans la construction, mais qui avaient un rôle aussi dans l'usage de la maison. Par exemple, le balcon avait été constitué pour servir de circulation entre 2 niveaux de grenier ou pour mettre à sécher quelques récoltes. Mais le Basque avait un tel amour de sa maison qu'il profitait de tous ces éléments pour y ajouter la décoration. Les pièces sont simples, fonctionnelles et vastes. Tout est organisé pour les activités et l'hébergement d'une grande famille, regroupant traditionnellement 2 ou 3 générations. Les maisons sont donc immenses, 200 et même 400 mètres carrés au sol. Les entretenir coûte cher, parfois trop cher pour certains agriculteurs, qui préfèrent alors les laisser à l'abandon plutôt que de les vendre à un étranger. Ceux qui peuvent s'en occuper, malheureusement, c'est foutu pour les agriculteurs. Ils n'ont pas les moyens d'acheter ce genre de maison. Donc à mon avis, ce sont des mécènes qui achètent ça, qui ont de gros moyens et un amour fou de la pierre, de la vieille pierre. La forge du Haut, c'est son nom, a été rachetée par un Basque d'un autre village pour qu'elle ne meure pas
et pour en faire des logements sociaux. Elle sera entièrement réorganisée et modernisée, mais sa façade et ses murs seront préservés, respectés en quelque sorte. La maison de Tristan appartient maintenant à un couple d'étrangers venus du Gers et de Paris. Ils l'ont achetée sur un coup de cœur après avoir trouvé du travail dans le Pays Basque. Alors, cette cuisine, c'est la pièce la plus authentique de la maison, qui n'a pas changé de destination depuis l'origine de la maison, constituée à peu près au XVIIe siècle. Ici, vous avez la cheminée avec 2 corbeaux en pierre qui supportent la poutre et la hotte. Ensuite, ici, vous avez l'évier en pierre qui, lui, n'a pas non plus changé de place. L'eau s'évacuait ici par un trou. Il y a aussi une évacuation qui se faisait au niveau du sol, qui permettait à la femme de laver le sol de la cuisine et d'évacuer toute l'eau vers l'extérieur, puisque la pierre d'évier ici est légèrement en pente. Ce salon était une étable en ruine. Il a fallu percer une porte-fenêtre et remonter patiemment les pierres, les poutres à l'identique. 10 ans de rénovation et ce n'est pas fini. Les enfants sont nés ici et progressivement les Basques ont adopté ces nouveaux venus qui partagent leur amour de la maison. Nous avons une certaine fierté ici dans la région. C'est une coquetterie sentimentale d'entretenir les maisons. Elle représente plus que l'abri, plus que le foyer en tant que refuge. Elle représente l'âme de la famille. Elle représente aussi l'appartenance à une culture. En fait, les familles basques s'identifiaient tellement à leur demeure qu'elles en prenaient souvent le nom. L'etxe, c'est-à-dire la maison en basque, c'est encore, dans les bourgs comme dans la campagne, le pilier de toute une société. Sobre, mais jamais austère, gai, mais jamais frivole, la ferme traditionnelle du labour est en totale harmonie avec le paysage.